Pour ma remise de diplôme, mes parents m'ont forcé à prendre le bus, offrant une Porsche à ma sœur avec 1 € pour moi. Des années plus tard, quand ils apparurent à mon bureau, je leur tendis 1 €, ceci devrait couvrir la note. Leurs visages se décomposèrent. Prends le bus, Cécile. Nous devons être là pour Sophie. C'est ce que mon père a dit le matin de ma remise de diplôme universitaire. Au moment exact où il tendait à ma sœur les clés d'une toute nouvelle Porsche Macan, je me tenais seule à un arrêt de bus à Lyon, vêtue de ma toge et de mon mortier. Un peu plus loin dans la rue, sur l'allée de notre maison sur la colline de Fourvière, mes parents, Christine et Didier Moreau, célébraient Sophie. Ils lui mirent les clés dans les mains. Une Porsche Macan blanc nacré étincelait sous le soleil avec un énorme nœud rouge tendu sur le capot. Ma mère pleurait. Pas des larmes silencieuses, mais de grandes larmes émues. « Oh, ma chérie, dit-elle en serrant Sophie dans ses bras. Tu mérites tout. » Mon père se tenait à leur côté, souriant comme si c'était le moment le plus fier de sa vie. Le choix le plus sûr et le plus intelligent pour notre fille. Sophie rit, sautillant sur la pointe des pieds, sa robe parfaite, ses cheveux impeccables, sa vie parfaitement arrangée. Elle venait de finir le lycée. Et moi? Je venais de finir 4 ans d'université. 4 années que j'avais payées moi-même, travaillant 3 emplois, sacrifiant le sommeil, apprenant à survivre sans que personne ne me rattrape si je tombais. Ma cérémonie de remise de diplôme était à environ 30 minutes en bus. J'étais revenue chez mes parents la veille, encore assez stupide pour croire qu'ils viendraient pour moi. Personne n'a demandé comment je m'y rendrais. Personne n'a proposé de me conduire. Personne n'a même regardé dans ma direction. Je me tenais là, dans ma robe noire, comme une ombre, observant un moment familial parfait se dérouler sans moi. Quand l'autobus urbain s'est arrêté, il a émis un long sifflement fatigué. Les portes se sont ouvertes lentement, presque à contre-cœur. Je suis montée, j'ai tendu un billet d'1 € froissé et je me suis dirigée vers un siège près de la fenêtre, la vitre maculée d'anciennes empreintes digitales. Le siège collant sous moi, le faible grondement du moteur, les étrangers assis autour de moi. D'une certaine manière, tout cela me semblait plus réel que la famille que je venais de quitter. J'ai regardé la ville défiler en flou par la fenêtre et je me suis fait une promesse. Pas une promesse bruyante, pas une promesse en colère, quelque chose de plus froid et de définitif, ce sentiment, cette invisibilité, prendrait fin. Et un jour, j'ai juré qu'il conduirait des kilomètres dans la voiture de luxe qu'il possédait juste pour voir mon nom quelque part où il n'aurait jamais cru que je pourrais l'atteindre. Je m'appelle Cécile Moreau. J'ai 23 ans. Avant de commencer, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à vous abonner à la chaîne, et à me dire d'où vous regardez et quelle heure il est chez vous. Je suis toujours curieuse de savoir jusqu'où ces histoires voyagent. Maintenant, laissez-moi vous ramener au début de cette histoire. Grandir dans notre maison ressemblait moins à vivre dans un foyer qu'à exister dans un musée, un espace parfaitement organisé où Sophie était l'attraction principale. Et moi, je n'étais que la petite étiquette de description sur le mur que personne ne se donnait la peine de lire. La maison elle-même était magnifique, une grande et élégante demeure de style colonial avec des volets noirs et une balançoire de Porsche où ma mère et Sophie s'asseyaient le soir, riant doucement tandis que l'air chaud dérivait à travers les fenêtres ouvertes. À l'intérieur, chaque mur racontait l'histoire de Sophie. Les premiers pas de Sophie. Le sourire éclatant et plein de dents de Sophie. Sophie assise sur les épaules de mon père lors d'un match de football américain. Sophie portant une tiare, couronnée reine du bal de promo. Il n'y avait qu'une seule photo de moi, un petit cadre légèrement caché derrière un plus grand portrait de Sophie à cheval. Sur cette photo, j'avais environ 7 ans, debout un peu à l'écart dans une simple robe jaune. Même à l'époque, je savais déjà ce que cela signifiait. Mon père, Didier Moreau, voyait le monde à travers les chiffres, les mètres carrés, les investissements, les retours. Il était un promoteur immobilier prospère et il traitait notre famille de la même manière qu'il traitait son portefeuille. Sophie était une propriété de choix, de grande valeur, à fort rendement, qui valait chaque investissement. Elle était belle, charmante, naturellement sociable, tout ce qu'il admirait. Et donc, il investissait en elle sans limite. Des cours de danse privés,
un entraîneur de tennis personnel, des vêtements de créateur qui coûtaient plus cher que tous mes manuels scolaires de tout un semestre. Pour lui, l'amour était une transaction. Il ne pensait pas être injuste. Il pensait être pragmatique. Il donnait. Et en retour, Sophie lui renvoyait le reflet du succès. Chaque soir, quand il rentrait à la maison, sa première question était toujours la même: où est ma princesse? J'étais quelque chose de tout autre. Fonctionnelle, peu exigeante, fiable, mais rien de spécial, le genre de propriété qui n'avait pas besoin d'amélioration. J'étais calme là où Sophie était vibrante, concentrée là où elle était insouciante, et mon indépendance, pour lui, n'était pas une force. C'était la preuve que je n'avais besoin de rien. Mes bonnes notes n'étaient pas célébrées. Elles étaient attendues, comme un bâtiment respectant simplement les normes. Je me souviens d'un dîner quand j'avais 15 ans. J'avais été acceptée dans un programme scientifique d'été très sélectif à l'Université Lumière Lyon 2. J'ai attendu le bon moment, mon cœur battant plus vite à chaque seconde. J'ai été acceptée au programme, dis-je, essayant de garder ma voix stable. Mon père leva brièvement les yeux de son assiette. Le programme scientifique? Bien. Cela fera bonne impression sur tes candidatures universitaires. Puis il se détourna de moi. Sophie, dit-il, son ton immédiatement plus chaleureux. Raconte-moi encore ton bal de printemps. Nous devrions commencer à penser à ta robe. Et juste comme ça, mon moment disparut. Ma mère, Christine, fonctionnait différemment. Sa monnaie n'était pas l'argent. C'était l'attention. Et d'une certaine manière, elle n'en avait jamais assez pour moi. Sophie était tout pour elle. Elle gérait son emploi du temps comme une cadre à plein temps, l'aidait dans chaque projet, faisant souvent la majeure partie elle-même, et agissait comme sa meilleure amie, sa conseillère, tout son système de soutien. Leur lien était étroit, complet, incassable, et je me tenais en dehors, observant. Chaque fois que j'essayais de l'atteindre, cela se terminait presque toujours de la même manière, doucement, poliment, et sans résultat. Je me souviens d'un samedi après-midi, elle était dans le jardin, taillant ses rosiers avec des mains soigneuses et expérimentées. La lumière du soleil se prenait dans ses cheveux, tout était calme et tranquille. Cela semblait être le bon moment. Je voulais juste partager quelque chose de petit, quelque chose qui comptait pour moi. Maman, j'ai commencé ce livre et le personnage principal me rappelle un peu. Elle ne leva même pas les yeux. Oh, c'est gentil, ma chérie, dit-elle légèrement, puis sans manquer un battement, et, peux-tu me rendre un service et lancer la lessive? Sophie a sa compétition ce soir et sa tenue n'est pas prête. Nous sommes un peu en retard. Son ton était doux, mais le sens était clair. Les besoins de Sophie étaient urgents. Les miens étaient facultatifs. J'ai hoché la tête, ravalé le reste de ma phrase et suis entrée. Les mots que j'avais voulu partager restèrent avec moi, inaudibles. La différence entre nous devint encore plus évidente pendant les vacances. Noël, surtout, ressemblait à une performance entièrement conçue pour Sophie. Une année, mon père l'a surpris avec un poney, un vrai. Il avait déjà tout arrangé pour qu'il soit gardé dans une écurie voisine. Quand elle le vit, elle hurla d'excitation, leur jetant les bras autour à tous les deux. Toute la matinée se transforma en une célébration pour elle, cadeau après cadeau, chacun plus extravagant que le précédent. La même année, j'ai déballé une boîte d'encyclopédies et une nouvelle lampe de bureau. Pour t'aider à suivre tes études, dit mon père avec un hochement de tête satisfait. Ce n'était pas cruel, pas intentionnellement, mais cela disait tout. Sophie était faite pour être célébrée. J'étais faite pour être productive. Le moment qui m'est le plus resté en mémoire s'est produit en 4e, au concours scientifique régional. J'avais passé 3 mois à construire un système de dessalement d'eau alimenté par énergie solaire. Des week-ends dans le garage, à souder des fils, à ajuster des tubes, à me brûler le bout des doigts plus de fois que je ne pouvais compter. Des nuits plongées dans des livres de physique, me poussant plus loin que quiconque ne me l'avait demandé. Quand ils ont appelé mon nom pour la première place, la sensation était accablante. Elle m'a traversé si vite que j'ai failli avoir le vertige. Je suis rentrée à la maison avec le trophée dans les mains, rejouant ce moment encore et encore, convaincue que ce serait enfin ça.
Ce qui les ferait me voir. Quand je suis rentrée, je les ai trouvés dans le salon. Ils aidaient Sophie à répéter pour une pièce de théâtre scolaire. Elle avait 3 répliques. Je me tenais là, brandissant le trophée. J'ai gagné, dis-je, incapable de contenir l'excitation dans ma voix. Ma mère jeta un bref coup d'œil et sourit. C'est merveilleux, Cécile. Vraiment? Mais peux-tu baisser le ton une minute? Sophie essaie de se concentrer. Mon père regarda le trophée une seconde. Niveau régional, dit-il. Pas mal. La fille de Didier Moreau, la scientifique. Il le dit comme s'il lisait quelque chose sur une page. Détaché, distant. Puis il se retourna vers Sophie. C'était tout. Pas de câlin, pas de questions, pas de fierté. Le trophée me sembla soudain plus lourd qu'il n'aurait dû l'être. Je l'ai emporté dans ma chambre et l'ai posé sur mon bureau, non pas comme quelque chose que j'avais accompli, mais comme quelque chose qui n'avait pas d'importance. Quelques jours plus tard, Sophie monta sur scène et prononça ses 3 répliques parfaitement. Mes parents lui firent une ovation debout. Ils nous emmenèrent manger une glace après, la célébrant comme si elle venait de remporter un prix. J'étais assise en face d'eux, regardant mon Cinda fondre en une flaque collante, et quelque chose en moi se déclencha enfin. Il ne s'agissait jamais de l'ampleur de l'accomplissement. Il s'agissait de qui il venait. Pendant un certain temps, j'ai essayé de changer. J'ai essayé d'être plus comme Sophie, plus extravertie, plus expressive, plus visible, mais cela me semblait faux. Comme essayer de porter quelque chose qui ne me convenait pas, serré au mauvais endroit, maladroit, forcé, et ils l'ont remarqué. Ne t'efforce pas trop, Cécile, m'a dit ma mère une fois. Sois juste toi-même. Mais ce qu'elle ne comprenait pas, c'est que j'avais déjà appris à être moi-même. Non pas parce que je le voulais, mais parce que je n'avais pas d'autre option. La silencieuse, la sérieuse, l'indépendante, celle qui avait cessé d'attendre quoi que ce soit parce qu'attendre quoi que ce soit ne menait qu'à la déception. Cette indépendance, ce n'est pas quelque chose avec lequel je suis née. C'est quelque chose que j'ai construit à partir de l'absence, du silence, d'années passées à réaliser que personne ne viendrait. Ce n'était pas une force. C'était une cicatrice. Au moment où j'ai atteint ma dernière semaine d'université, la vie était devenue un flou d'épuisement et de pression. J'avais l'impression de sprinter le dernier tronçon d'un marathon qui m'avait déjà tout pris. Mon monde s'était réduit à quelques endroits, la bibliothèque universitaire, ma chambre d'étudiant et les bâtiments éclairés par des néons où je passais mes examens finaux. Chaque jour était un équilibre constant entre l'étude, la rédaction de ma thèse et mes derniers quarts de travail à la sécurité du campus. Le sommeil était devenu facultatif. Le repos était un luxe. Mais sous tout cela, quelque chose d'autre grandissait. Un petit sentiment fragile d'espoir. Parce que ce n'était pas seulement la fin de l'université. C'était le début de tout ce qui venait après. C'était ma porte de sortie. J'avais marqué la date des mois à l'avance, samedi 17 mai, jour de la remise des diplômes. Dans mon esprit, ce n'était pas seulement une cérémonie. C'était une preuve. La preuve que tout ce que j'avais fait, chaque sacrifice, chaque nuit blanche signifiait quelque chose, que c'était réel, que cela ne pouvait pas être ignoré. Pas cette fois. Je les imaginais assis dans le public, mon père essayant de rester composé, mais silencieusement fier, ma mère essuyant des larmes au moment où mon nom serait appelé. Je nous imaginais sortir après, assis dans un grand restaurant, célébrant correctement pour une fois, comme il le faisait toujours pour Sophie. J'imaginais lever un verre, dire quelque chose de simple, et pour la première fois, être entendu. Cette vision était devenue si vivide, si soigneusement imaginée qu'elle ne me semblait plus être un rêve. Elle me semblait être quelque chose qui s'était déjà produit. C'est cette conviction, fragile mais persistante, qui m'a porté à travers les longues nuits, l'épuisement, la pression qui ne semblait jamais s'apaiser. La nuit précédant mon examen final, je me suis éloignée de mes livres et je suis allée dans une petite boutique juste à côté du campus. J'ai utilisé mes 70 derniers euros pour acheter une simple robe bleue, aux lignes épurées, discrète, élégante. Quand je l'ai ramenée à ma chambre d'étudiant et que je l'ai tenue à la lumière, elle m'a semblé plus qu'un simple tissu.
Elle m'a semblé être une version de moi que je n'étais pas encore devenue. Quelqu'un de stable, d'accompli, quelqu'un pour qui il valait la peine de se montrer, quelqu'un dont on pouvait être fier. Le lendemain, quand je suis sortie de mon examen final sous le soleil chaud de mai, un soulagement m'a envahi si soudainement que j'ai failli avoir le vertige. Je l'avais fait. 4 années à pousser, à survivre, à tout maintenir ensemble. C'était fini. Pendant un instant, je me suis sentie légère. Je suis retournée à ma chambre d'étudiant, mais pas plus léger qu'il ne l'avait été depuis des années. J'avais hâte d'appeler à la maison, de finaliser enfin les détails de ce que j'avais imaginé depuis si longtemps. Je me suis assise sur mon lit, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai composé le numéro de ma mère. « Salut, maman », dis-je, incapable de cacher le bonheur dans ma voix. C'est fini. Mon dernier examen est passé. J'ai tout réussi. Je voulais juste revoir le programme pour samedi. Oh, salut, ma chérie, répondit Christine, son ton décontracté, presque distrait. En arrière-plan, j'entendais des couverts sur une assiette. Une conversation douce. Elle était en train de déjeuner. C'est une excellente nouvelle. Nous savions que tu y arriverais, ajouta-t-elle. Puis, après une brève pause, de quel plan parlais-tu ? La question me prit au dépourvu. Pendant une seconde, j'ai cru que j'avais mal entendu. Ma remise de diplôme, dis-je plus doucement cette fois. La cérémonie commence à 10 heures. Je vous ai envoyé les billets et le pass de stationnement le mois dernier. Je pensais que peut-être après, nous pourrions aller déjeuner dans un grand restaurant. Je m'en occuperai. Je précipitai la dernière partie, voulant qu'il soit clair que ce n'était pas une question d'argent. C'était une question de leur présence. Il y eut une pause, pas courte, du genre qui s'étire juste assez longtemps pour serrer la poitrine. Je l'entendis parler doucement à quelqu'un en arrière-plan. Je saisis le nom de mon père. Puis la ligne changea, et quand elle revint, quelque chose dans sa voix avait changé. Plus douce, plus prudente. Oh chérie, à propos de samedi, commença-t-elle, et mon estomac se serra avant même qu'elle ne termine la phrase. Nous sommes un peu coincés. Quelque chose est survenu et nous ne pourrons pas venir. Tout autour de moi devint immobile. Quoi, dis-je à peine au-dessus d'un murmure. Comment ça, vous ne pouvez pas venir ? Qu'est-ce qui pourrait être plus important que ma remise de diplôme ? Le téléphone changea de main et soudain la voix de mon père remplaça la sienne. Ferme, contrôlée, déjà décidée. Cécile, ta mère a raison. Nous ne serons pas là. Le cadeau de Sophie doit être livré samedi matin. Le timing est serré, et nous devons être présents pour le recevoir. Je clignai des yeux, essayant de comprendre ce qu'il disait. Son cadeau ? Sa remise de diplôme n'est même pas avant 2 semaines. De quoi parles-tu ? C'est une voiture, dit-il, l'impatience se glissant dans son ton. Une Porsche Macan. C'est un cadeau important et la livraison vient d'une autre région. C'est le seul créneau qu'ils avaient. Nous avons les mains liées. Nous avons les mains liées. Les mots semblaient presque irréels, comme si c'était quelque chose d'inévitable, quelque chose hors de leur contrôle. Je les imaginais pesant les options, considérant soigneusement les 2 moments, la remise de diplôme universitaire de leur fille et la livraison d'une voiture. L'image n'avait pas de sens. Cela ne pouvait pas être. Et pourtant, d'une certaine manière, c'était réel. Ma mère revint en ligne, sa voix enveloppée d'une douce sympathie. Tu sais comment est ta sœur, ma chérie. Elle est tellement excitée à ce sujet. C'est un grand moment pour elle, la fin du lycée. Nous pensons juste que nous devrions être là pour ça. Je ne répondis pas parce que je ne comprenais pas. Je ne pouvais pas. L'injustice s'abattit sur moi, lourde et suffocante. Chaque nuit tardive, chaque quart de travail, chaque sacrifice. Je sentis tout cela en même temps, et rien de tout cela ne comptait assez pour qu'il se montre. Alors, vous ne venez pas, demandai-je, les mots échappant avant que je ne puisse les maîtriser. Ne sois pas dramatique, Cécile, dit-elle gentiment. C'est juste une cérémonie. Tu as déjà terminé. Beaucoup de bruit pour un bout de papier.
Ce qui compte, c'est que tu es terminé, et nous sommes fiers de toi. Fiers? Le mot me sembla creux. Tu as toujours été si indépendante, continua-t-elle. Tu t'en sortiras. Prends le bus, appelle un VTC, tout ce qui fonctionne, tu t'en sors toujours. C'était ça, l'étiquette qu'il m'avait donnée toute ma vie. Indépendante. Celle qui n'avait besoin de rien. Celle qui se débrouillerait seule. Nous fêterons cela quand tu rentreras à la maison, ajouta-t-elle, son ton à nouveau joyeux, comme si cela clôturait la conversation. Tu devrais voir la voiture. Elle est magnifique. Blanc nacré, Sophie est folle de joie. Je ne pouvais pas parler. Ma gorge se serra, comme si quelque chose de solide s'y était logé. Tout ce que j'avais imaginé, le déjeuner, la conversation, la fierté silencieuse, s'effondra d'un coup, parti. D'accord, dis-je finalement. C'était la seule chose que je pouvais dire. Bien. On se reparle bientôt. Je t'aime. La ligne se tut. Je restai là, assise sur mon lit, le téléphone toujours pressé contre mon oreille longtemps après la fin de l'appel. La pièce semblait différente, plus froide. Je me retournai lentement et regardai la robe bleue accrochée à la porte de mon placard. Quelques heures auparavant, elle avait semblé être une promesse. Maintenant, elle semblait déplacée, comme un costume destiné à quelque chose qui n'allait pas se produire. Et dans ce moment calme et vide, quelque chose en moi se brisa silencieusement. Ce n'était pas bruyant, pas dramatique, juste quelque chose de calme et de définitif. Une fracture irréversible quelque part au fond de moi. Et juste comme ça, quelque chose en moi cessa d'espérer. La dernière étincelle d'espoir tenace que je puisse un jour avoir de l'importance pour eux s'éteignit complètement, ne laissant derrière elle rien d'autre que quelque chose de froid et d'immobile. L'université n'avait jamais été un rêve pour moi. Ce n'étaient pas des bâtiments recouverts de lierre ou des rires nocturnes. C'était plutôt comme marcher sur une corde raide au-dessus de quelque chose dans lequel je ne pouvais pas me permettre de tomber. Ma bourse partielle m'aidait, mais elle ne couvrait que les frais de scolarité. Tout le reste, le logement, la nourriture, les livres, même des choses basiques comme le dentifrice, était à ma charge. L'argent que mes parents envoyaient chaque mois n'était qu'une goutte d'eau. Cela ressemblait moins à un véritable soutien qu'à quelque chose qu'ils faisaient pour pouvoir dire qu'ils avaient essayé. Juste assez pour se sentir mieux, pas assez pour vraiment aider. J'étais seule et cette vérité m'accompagnait chaque jour. Ma vie est devenue une routine soigneusement structurée autour de la survie. Mon emploi du temps ne tournait pas autour de la lumière du jour. Il tournait autour de mon quart de nuit à la sécurité du campus. À 22 heures, alors que d'autres étudiants sortaient ou s'installaient pour étudier, j'enfilais un uniforme raide qui ne me convenait jamais tout à fait et je lassais de lourdes bottes. De 23 heures à 7 heures du matin, ce travail me maintenait à flot. C'était un travail calme, isolant, mais le campus la nuit avait sa propre sorte de sérénité. Je parcourais mes itinéraires de patrouille, mais pas résonnant dans les espaces vides, puis je retournais à un petit poste de garde stérile pour surveiller les caméras de sécurité. Cette pièce devint mon refuge. Sous les néons vacillants, j'étalais mes manuels et travaillais sur mes devoirs tandis que des images granuleuses de couloirs vides défilaient sur les écrans. Le café de la vieille machine était faible et avait un goût de brûlé. Mais il me tenait éveillé. C'est tout ce dont j'avais besoin. Quand mon quart de travail se terminait au lever du soleil, je retournais à ma chambre d'étudiant, me sentant déplacée, comme si j'entrais dans un monde auquel je n'appartenais pas. Je dormais 2 ou 3 heures de sommeil fragmenté avant de me rendre en cours. Chaque jour se confondait avec le suivant. J'ai appris à assister aux cours magistraux, à prendre des notes et à avoir l'air concentré alors que mon corps était complètement épuisé. Plus d'une fois, je me suis réveillée en sursaut pour trouver mon professeur me regardant, à mi-chemin entre l'inquiétude et l'agacement, avec de l'encre maculée sur ma joue là où je m'étais endormie sur mon carnet. Après les cours, je ne me reposais pas. Je prenais un bus pour le centre-ville afin de me rendre à mon stage non rémunéré dans une petite agence de marketing en difficulté, dirigée par Victor Dupont. Mon titre était stagiaire, mais en réalité, je faisais tout ce qui devait être fait. Course de café, classement, réponse aux appels, organisation de documents.
Le bureau était exigu et désordonné, mais pour moi, il représentait quelque chose de plus. C'était un aperçu de l'avenir vers lequel je travaillais. Je gérais les tâches de base, mais je prêtais attention à tout le reste. J'écoutais la façon dont Victor parlait aux clients. J'étudiais les brouillons de campagne laissés sur les bureaux. Je restais tard, longtemps après que tout le monde soit parti, apprenant le design et les compétences web, utilisant tout ce que je pouvais trouver en ligne. Je traitais chaque moment là-bas comme s'il avait de l'importance, parce que c'était le cas. J'absorbais tout ce que je pouvais, sachant que cette expérience valait plus que n'importe quelle note. Il n'y avait plus de place pour autre chose. Les amitiés s'estompaient. Les invitations cessaient. Je dois travailler devint la réponse à tout jusqu'à ce que cela devienne un mur entre moi et tout le monde. La solitude s'installa lentement puis tout d'un coup. Le seul aperçu que j'avais de ce à quoi ressemblait une vie universitaire normale venait de mon téléphone, via Sophie. Ces publications étaient un rappel constant de tout ce que je ne vivais pas. J'étais assise au poste de garde à 3 heures du matin, mangeant une barre protéinée écrasée, les yeux brûlants d'épuisement, faisant défiler des photos d'elle habillée pour un événement, souriant comme si tout dans sa vie lui venait facilement. Je raccommodais mes baskets usées et une autre photo apparaissait. Elle, lors d'un séjour au ski à Courchevel, légendée comme si de rien n'était, meilleur voyage de tous les temps. Il ne s'agissait pas seulement d'argent. Il s'agissait de la facilité apparente de tout pour elle. Sa vie avançait sans heurts. La mienne ressemblait à une ascension constante sans chemin clair. L'injustice n'a pas explosé en colère. Elle s'est installée plus profondément que cela. Une tension lourde et silencieuse qui est restée avec moi. Avec le temps, j'ai appris à l'utiliser. Ce sentiment est devenu mon carburant. Chaque publication, chaque rappel, chaque contraste, me poussait plus fort. Cela aiguisait ma concentration. Mais il y a eu des moments où cela a failli me briser. Une semaine pendant les examens de mi-session, tout s'est effondré d'un coup. J'ai travaillé des doubles quarts, à peine dormi, et étudié sans arrêt. Je vivais de café de distributeur automatique et de biscuits. Mon dernier examen était le calcul différentiel. Et en sortant de cette salle, je savais que je n'avais pas assez fait. Les chiffres avaient cessé d'avoir un sens en cours de route. Je suis retournée à ma chambre d'étudiant, je me suis assise par terre, et pour la première fois depuis des années, j'ai pleuré. Pas silencieusement, pas brièvement, juste un pur épuisement. Pour tout, pour à quel point j'avais poussé, pour la solitude que cela procurait, pour la possibilité que cela ne soit toujours pas suffisant. Pendant un instant, j'ai pensé abandonner, appeler chez moi et admettre que je n'y arrivais pas. Mais alors cette image est réapparue. Sophie, souriante, insouciante, et juste après, la voix de ma mère, « Tu t'en sortiras ». Les larmes s'arrêtèrent. Le changement fut immédiat. Cette détermination froide et constante revint, plus forte qu'avant. L'échec n'était pas une option. Abandonner n'était pas une option car personne ne m'attendait pour me rattraper si je tombais. Pas de plan B, pas de filet de sécurité. Il n'y avait que moi. Et à ce moment-là, à mon plus bas, j'ai fait un autre genre de promesse. Cela n'allait pas me briser. Cela allait me forger. Chaque goutte d'épuisement, chaque nuit solitaire, chaque heure passée quand je ne pensais pas pouvoir, tout cela deviendrait le fondement de quelque chose de réel, quelque chose d'assez fort pour qu'il ne puisse plus jamais me négliger. Mon stage chez Victor Dupont est devenu ma véritable éducation. Victor était un homme rude, constamment surmené, à la fin de la cinquantaine, toujours stressé, toujours en mouvement, rarement patient. Mais sous cela, il avait un instinct aigu et un bon œil pour les gens. Et il m'a remarqué, mais pas pour les raisons que je souhaitais. Un matin, Victor m'a appelé dans son bureau, a fermé la porte. « Tu te laisses aller ?» a-t-il dit. Et pour la première fois, je n'avais pas de réponse. C'était tout. Pas de colère, pas de sermon, juste une déception silencieuse. Pendant une seconde, j'ai pensé que j'avais trop poussé, et que ce n'était toujours pas suffisant. Je suis sortie de ce bureau avec quelque chose de lourd dans la poitrine. Et cette nuit-là, je suis restée longtemps après que tout le monde soit parti.
Non pas pour lui prouver qu'il avait tort, mais pour me prouver à moi-même que je n'avais pas fini. Il a vu que je n'étais pas là juste pour remplir un espace sur un CV. Il a vu que j'étais affamée. Alors que d'autres stagiaires comptaient les minutes avant de pouvoir partir, je demandais toujours plus. J'ai réorganisé d'anciens dossiers, réécrit des textes de sites web juste pour m'entraîner, et laissé des notes détaillées sur son bureau avec des suggestions pour des campagnes clients. La plupart du temps, il ne réagissait guère, juste un grognement. Mais parfois, il me regardait par-dessus ses lunettes et disait « Pas mal, Moreau. Pas mal. » Et de sa part, cela signifiait tout. Le changement est survenu un mercredi gris et pluvieux. Nous venions de perdre un client majeur, un concessionnaire automobile local qui représentait une grande partie des revenus de l'entreprise. Tout le bureau semblait différent, silencieux, lourd. Victor sortit de son bureau, l'air plus fatigué que je ne l'avais jamais vu. Il s'approcha et laissa tomber un épais dossier couvert de poussière sur mon bureau. « Tiens, dit-il sèchement, un cimetière. Des prospects des 10 dernières années. Des petites entreprises que nous n'avons pas pu décrocher ou qui ne pouvaient pas se le permettre. Parcours-le. Fais une feuille de calcul. Occupe-toi. » Ce n'était pas un travail important, juste quelque chose pour m'occuper. Mais quand j'ai essuyé la poussière de la couverture et que je l'ai ouverte, quelque chose a fait tilt. Ce n'était pas un cimetière. C'était tout autre chose. Une opportunité. À l'intérieur de ces dossiers, il y avait des histoires, de vraies histoires. Il y avait une femme nommée Marthe qui possédait une petite boulangerie, la Mie Dorée. Elle avait écrit une lettre sur les recettes de sa grand-mère, sur ce que la pâtisserie signifiait pour elle, sur l'histoire derrière chaque article qu'elle vendait. Il y avait une photo estompée de sa devanture. Mauvais éclairage, à peine perceptible. Il y avait Brian, qui tenait un atelier de réparation automobile familial transmis de génération en génération. Ses clients lui faisaient confiance, mais son entreprise perdait lentement du terrain face aux grandes chaînes. Un tailleur, un libraire, un artisan qui fabriquait des guitares sur mesure. Chaque dossier racontait la même histoire de différentes manières. Passion, compétence et invisibilité. J'ai passé les 2 semaines suivantes à approfondir. Je ne me suis pas contenté de les lister dans une feuille de calcul. J'ai créé des profils, les ai recherchés, j'ai trouvé leur site web obsolète, leurs pages de réseaux sociaux vides. Ils étaient tous bons dans ce qu'ils faisaient. Mieux que bons. Mais personne ne leur prêtait attention. Ils étaient mis de côté par de plus grandes entreprises avec de plus gros budgets. Des entreprises comme la nôtre ne les priorisaient pas. Leur marge était trop petite. Leur potentiel de croissance n'en valait pas la peine. Alors, ils étaient ignorés, laissés pour compte. Et quelque part dans ce processus, je me suis vue. J'étais la fille négligée. Ils étaient les entreprises négligées. Même schéma, forme différente. Le monde prêtait attention aux gens comme Sophie. Polie, visible, déjà soutenue. Mais qu'en était-il des autres? Ceux qui faisaient le travail sans reconnaissance. Qui les défendait? Cette question est restée avec moi. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. L'idée n'est pas venue lentement. Elle a frappé d'un coup, clair, net. Je me suis assise sur mon lit, le cœur battant. Et si je construisais quelque chose pour eux? Pas une autre agence à la recherche de grands clients, mais une agence entièrement dédiée aux petits, à ceux qui avaient de vraies histoires, à ceux dont personne d'autre ne se souciait. Et si la visibilité n'était pas quelque chose réservé à ceux qui avaient de l'argent, mais quelque chose que n'importe qui pouvait gagner si son histoire comptait? Nous ne nous contenterions pas de commercialiser des entreprises. Nous leur donnerions une réelle chance d'être remarqués, une chance, une bouée de sauvetage. Nous soutiendrions ceux que tout le monde ignorait. Le nom m'est venu à ce moment-là, Laboratoire de croissance Nord-Pont, un chemin vers l'avant, un pont entre l'effort et l'opportunité. À partir de ce moment, je ne pouvais plus penser à autre chose. J'ai cessé d'utiliser la bibliothèque uniquement pour les cours. J'ai commencé à étudier les modèles commerciaux, les stratégies marketing, les systèmes de démarrage. J'ai rempli des carnets d'idées, de structures de prix,
de forfaits de services conçus spécifiquement pour les petits budgets. Au bureau, j'ai utilisé tous les outils auxquels j'avais accès. J'ai créé un logo simple, imprimé ma première série de cartes de visite, rien de fantaisiste, juste réel. Le lendemain de ma remise de diplôme, celle à laquelle personne n'était venu, je ne suis pas rentrée chez moi. J'ai pris les 2500 € que j'avais économisés en 4 ans et j'ai pris la plus grande décision de ma vie. Je savais que j'avais peut-être 3 mois avant de manquer d'argent. J'ai trouvé une annonce pour une petite pièce sans fenêtre au sous-sol, dans un quartier plus modeste en périphérie de Lyon. Mur en béton brut, 10 mètres carrés, air humide, pas de lumière naturelle. Cela coûtait 450 € par mois. Pour n'importe qui d'autre, cela n'aurait rien représenté. Pour moi, c'était tout. J'ai acheté un ordinateur portable d'occasion, un bureau et une chaise d'occasion qui tenaient à peine ensemble. C'est tout. C'était le début. Laboratoire de croissance Norpont. Mon premier client ne fut pas Marthe. Les 3 premiers clients échouèrent complètement. Pas de résultat, pas de croissance, pas de seconde chance. Pendant un instant, j'ai pensé qu'ils avaient raison à mon sujet, que je n'étais rien de spécial. Puis vint Marthe, de la boulangerie L'Ami Doré. Je suis entrée un mardi matin tranquille, mon pouls battant fort dans mes oreilles. Elle se tenait derrière le comptoir, de la farine saupoudrant son tablier. L'odeur à l'intérieur de la boutique était chaude, réconfortante, mais l'endroit était vide. Je lui ai dit ce que je voyais, que son produit était bon, que son histoire comptait, que j'avais un plan. Elle a écouté, gentille mais prudente. J'ai déjà entendu ça, dit-elle. De grandes promesses, de grands coups. Je ne peux pas me permettre ça. J'avais déjà préparé cette réponse. Vous n'avez rien à payer, dis-je. Donnez-moi un mois. Je construirai votre site web. Je gérerai vos réseaux sociaux. Si rien ne change, vous ne me devez rien. Et vous gardez tout ce que je construis. Cette fois, ma voix ne trembla pas. Elle m'étudia un instant, assez longtemps pour vraiment me voir. Les nerfs, l'urgence, la détermination que je ne pouvais pas cacher. Quelque chose en cela devait lui sembler familier. D'accord, dit-elle finalement, un petit sourire se formant. Marché conclu. Ce mois passa vite. Je passais mes journées dans sa boulangerie, prenant des photos de haute qualité de tout ce qu'elle faisait. Je m'assis avec elle, posant des questions, apprenant l'histoire derrière ses recettes, sa grand-mère, la raison pour laquelle elle avait commencé. Puis j'ai tout transformé en quelque chose de visible, un site web propre et accueillant qui racontait son histoire, une page Instagram remplie d'images qui faisaient arrêter les gens de défiler, une petite campagne Facebook ciblée sur les personnes situées à quelques kilomètres de sa boutique. Rien de tape à accent grave l'œil, juste ciblé, juste intentionnel. Les résultats vinrent rapidement. Ce samedi-là, une file se forma devant sa boulangerie, quelque chose qu'elle n'avait pas vu depuis des années. Les gens entraient avec leur téléphone, demandant des articles qu'ils avaient vus en ligne. À la fin du mois, son chiffre d'affaires avait été multiplié plusieurs fois. Elle vint à mon petit bureau au sous-sol, les yeux remplis d'émotion, et me tendit un chèque d'un montant supérieur à ce que nous avions convenu. Ce moment resta avec moi car il ne s'agissait pas seulement de l'argent. C'était une preuve. La preuve que cela fonctionnait, que ce que j'avais construit par nécessité pouvait réellement avoir de l'importance pour quelqu'un d'autre. L'Ami Doré devint ma première véritable étude de cas et ma meilleure publicité. Marthe parla à Brian. Brian parla à quelqu'un d'autre. Et lentement, régulièrement, ma liste de clients commença à s'allonger, une petite entreprise à la fois. Je n'étais plus seulement la fille qui travaillait depuis un sous-sol. J'étais devenue quelque chose de plus, une ressource, une solution pour des personnes qui avaient été négligées, tout comme moi. Mes journées s'étiraient, 16, parfois 18 heures. Je gérais tout moi-même. Stratégie, design, réunion client, campagne, et à la fin de tout cela, c'était toujours moi qui balayais le sol. C'était épuisant, mais pour la première fois, j'avais l'impression que cela signifiait quelque chose. Je ne travaillais pas seulement. Je construisais quelque chose qui connectait les gens, quelque chose de réel. Après un an,
Le sous-sol ne suffisait plus. Et à la fin de la 2e année, tout commença à changer plus vite que je ne pouvais suivre. Il y avait plus de clients en attente que je ne pouvais en prendre. L'entreprise grandissait lentement mais sûrement, et je savais que je devais passer à l'étape suivante. Alors, je l'ai fait. J'ai signé un bail pour un véritable espace de bureau sur la presqu'île. L'endroit ne ressemblait en rien à mes débuts. Au plafond, briques apparentes, grandes fenêtres laissant entrer la lumière naturelle, ouvert, lumineux, vivant. Le loyer seul était plus que tout ce que j'avais économisé l'année précédente. Signer ce contrat me donnait l'impression de me tenir au bord de quelque chose d'énorme, de terrifiant, mais nécessaire. Avec un véritable espace vint autre chose, une équipe. La première personne que j'ai recrutée fut Léna Dubois, une designer talentueuse que j'ai trouvée en ligne. Des instincts vifs, un humour rapide et une façon de voir les choses qui rendaient tout meilleur. Puis vint Noé Lambert, un rédacteur qui pouvait transformer même la plus simple histoire d'entreprise en quelque chose qui intéressait les gens. Je n'ai pas seulement embauché pour les compétences. J'ai embauché des personnes qui comprenaient ce que signifiait d'être négligé. Des personnes qui avaient quelque chose à prouver. Et ensemble, nous avons bâti quelque chose de plus fort qu'une simple entreprise. Nous avons bâti une culture. Une culture où l'effort comptait, où les gens se battaient les uns pour les autres, où chaque petite victoire semblait méritée. L'énergie à l'intérieur de ce bureau était constante. Des nuits tardives, de la nourriture bon marché, du café à n'en plus finir, mais aussi de la conviction. Puis vint l'opportunité qui changea tout. Une petite start-up locale nous approcha avec une idée à laquelle personne d'autre ne croyait. Ils avaient déjà été refusés par de plus grandes agences, trop petits, trop de niches. Mais je vis quelque chose en eux. Je l'ai pris à un tarif réduit, un risque, mais que j'étais prête à prendre. Nous avons tout donné pour ce lancement. L'histoire, l'image de marque, la campagne, chaque détail comptait. Et quand ce fut mis en ligne, cela ne décolla pas. Pas au début, mais ensuite quelque chose changea. D'abord petit, puis indéniable. L'application se répandit rapidement, attirant l'attention bien au-delà de ce que quiconque attendait. En quelques mois, elle était partout. 6 mois plus tard, ils furent rachetés dans le cadre d'un accord de plusieurs millions d'euros. Et dans chaque interview, ils nous mentionnaient, le laboratoire de croissance Nord-Pont. C'est là que les choses commencèrent à changer. Mais pas du jour au lendemain. Il y eut des mois d'essais et d'erreurs, des campagnes qui ne convertissaient pas, des clients qui partaient. Mais le schéma était clair. Nous devenions meilleurs, plus forts, plus précis. Et puis tout commença à changer. Soudain, nous n'étions plus seulement locaux. Des appels commencèrent à arriver d'autres villes. Des clients plus importants, des opportunités plus grandes. Les gens voulaient savoir qui nous étions, ce que nous avions fait. Ma vie changea plus vite que je ne pouvais le comprendre. J'ai été présentée dans Forbes France. Invitée à prendre la parole, reconnue. Ce qui avait commencé comme une survie s'était transformé en quelque chose de durable, puis de rentable, puis de scalable. À 24 ans, je dirigeais une entreprise valant des millions. Et puis un jour, en route pour une réunion importante, quelque chose attira mon attention. J'étais assise dans un autobus urbain, regardant par la fenêtre, et j'ai vu l'une de nos publicités imprimée sur le côté d'un autre bus qui passait. Pendant un instant, je l'ai juste fixée. Le contraste m'a frappé d'un coup. J'avais construit quelque chose de réel, quelque chose de grand. Et pourtant, je prenais toujours le même bus. Non pas parce que je devais le faire, mais parce que je n'avais pas encore décidé qui je voulais devenir ensuite. Cette nuit-là, je suis entrée dans un concessionnaire automobile. Le showroom était rempli de surfaces polies, de lumière vive et de rangées de voitures chères. Mes yeux les ont parcourus sans grande attention jusqu'à ce que je la voie. Un SUV de luxe blanc près de l'entrée. Propre, parfait, familier, trop familier. Pendant une seconde, je n'ai pas pu respirer. Puis je me suis retournée et suis sortie du showroom pour me diriger vers le parc d'occasion. C'est là que je l'ai trouvée. Une Jeep Wrangler, quelques années, vert foncé, légèrement usée sur les bords, pas parfaite, mais solide, réelle.
Elle n'essayait d'impressionner personne. Elle n'en avait pas besoin. Ça me semblait juste. Je suis rentrée et j'ai trouvé un vendeur. Je prends la Jeep, dis-je. Je paierai intégralement. L'expression sur son visage, c'est quelque chose que je n'oublierai pas. Conduire cette Jeep hors du lot est resté avec moi d'une manière inattendue. C'était une excitation, pas le genre qui vient de posséder quelque chose de neuf, quelque chose de brillant, quelque chose destiné à impressionner. C'était plus silencieux que cela, plus lourd, réel. C'était le sentiment de me tenir sur quelque chose que j'avais entièrement construit de mes propres mains. Cette voiture n'était pas un cadeau. Elle ne m'a pas été remise comme une récompense pour être la favorite de quelqu'un. Elle n'était pas enveloppée d'un ruban ou liée à l'approbation de qui que ce soit d'autre. C'était 1360 kg d'acier et de caoutchouc que j'avais gagné. Chaque centimètre carré payé par mon propre effort, mon propre épuisement, ma propre persévérance. J'ai saisi le volant, augmenté le volume de la radio et me suis engagé dans les rues de Lyon. Et alors que la ville s'étendait devant moi, quelque chose a changé. Pour la première fois, je n'avais pas l'impression de la traverser. J'avais l'impression qu'elle m'appartenait. Chaque kilomètre parcouru me semblait une victoire silencieuse. Cette Jeep d'occasion, éraflée, imparfaite, sans prétention, portait plus de sens, plus de contrôle, plus de dignité que n'importe quelle voiture de luxe neuve n'aurait jamais pu. Parce qu'elle était à moi d'une manière que rien d'autre n'avait jamais été. Environ un an plus tard, le point tournant suivant est arrivé. Une société de capital risque basée à Paris nous a contactés. Ils suivaient notre croissance depuis des mois, observant notre fonctionnement, la fidélité de nos clients, la manière dont notre travail se répandait sans avoir besoin de publicité tapageuse. Ils ont vu quelque chose en nous, quelque chose de différent. Ils m'ont fait venir pour une série de réunions. Pendant une semaine, j'ai évolué dans un monde qui semblait autrefois inaccessible. Des salles de conférences aux murs de verre, de longues tables polies, des gens qui parlaient en chiffres assez grands pour remodeler des industries entières. Ils ont tout remis en question. Mes finances, mes projections de croissance, mes décisions de leadership. Ils ont contesté chaque hypothèse. Mais je ne me suis pas sentie petite. Je ne me suis pas sentie intimidée parce que j'avais connu quelque chose de plus difficile que cela. J'avais connu ce que c'était que d'être assise seule dans un bureau de sécurité sombre à 3 heures du matin, luttant contre le sommeil, mangeant des biscuits éventés, me demandant si tout ce que je faisais aboutirait à quelque chose. Comparé à cela, ce n'était pas de la pression. C'était une opportunité. Alors, je n'ai pas reculé. J'ai négocié, non seulement pour le capital, mais pour le contrôle, pour la direction de l'entreprise, pour la mission que j'avais bâtie de toutes pièces. J'ai clairement indiqué que s'ils entraient, ils ne changeraient pas qui nous étions. Le dernier jour, ils ont présenté leur offre. Ils voulaient s'associer. Ils ont évalué le laboratoire de croissance Nord-Pont à 30 millions d'euros. Pendant un bref instant, la pièce devint silencieuse. Non pas parce que j'étais submergée, mais parce que je comprenais exactement ce que ce chiffre signifiait et ce qu'il ne signifiait pas. Ce n'était pas une validation de leur part. Cette partie s'était déjà produite bien avant cette pièce. C'était l'échelle. C'était l'expansion. C'était le chapitre suivant. J'ai signé l'accord. Ma main n'a pas tremblé, pas même légèrement. Cette nuit-là, je suis rentrée à Lyon en avion. Je n'ai pas appelé mes parents. Je n'en ai pas ressenti le besoin. Au lieu de cela, j'ai appelé mon équipe. Nous sommes sortis ensemble dans le genre d'endroit devant lequel je ne faisais que passer, sans jamais y entrer. Nous nous sommes assis autour d'une longue table, riant, parlant, rejouant chaque étape qui nous avait menés là. Cette nuit-là, il ne s'agissait pas d'argent. Il s'agissait de tout ce que nous avions construit à partir de rien. Chaque entreprise négligée que nous avions aidée. Chaque risque que nous avions pris. Chaque moment où nous avions choisi de continuer. C'était une victoire pour nous tous. La fille à qui l'on avait dit de prendre le bus avait maintenant les moyens de construire quelque chose de bien plus grand que ce que quiconque avait imaginé. Les années qui suivirent passèrent vite, plus vite que je ne pouvais pleinement le comprendre.
Nous nous sommes étendus dans de nouvelles villes, avons ouvert de nouveaux bureaux, embauché plus de personnes, pris en charge des clients plus importants. Ma vie est devenue une rotation constante de vols, de réunions et de décisions qui affectaient des centaines de personnes. Tableau de bord, sessions de stratégie, appels sans fin, et quelque part au milieu de tout ce mouvement, quelque chose d'autre s'est produit. Je suis devenue la personne que j'avais autrefois imaginée, indépendante, respectée, intouchable de la manière qui comptait autrefois. Les blessures de mon enfance n'ont pas disparu, mais elles se sont atténuées, recouvertes par tout ce que j'avais construit. Mon équipe est devenue ma famille. Mon entreprise est devenue mon foyer. Et les gens dont je venais sont devenus quelque chose de lointain, comme une photographie d'une vie que je ne vivais plus. Pendant près de 5 ans, il n'y a eu rien de leur part. Pas d'appel, pas de message, pas de tentative de contact. Et finalement, j'ai accepté ce silence. Il semblait mutuel, tacite, mais compris. Ils sont restés là où ils étaient. Je suis restée là où je m'étais construite. Puis un après-midi, tout a basculé. J'étais en réunion de stratégie à notre siège de Lyon, travaillant sur des idées pour une campagne majeure. La pièce était animée, concentrée, intense, pleine d'élan. Mon téléphone était posé sur la table devant moi. Il a vibré. J'avais une règle de ne pas répondre aux appels pendant les réunions, mais pour une raison quelconque, j'ai jeté un coup d'œil et je me suis figée. Un mot sur l'écran, maman. Le temps ne s'est pas seulement ralenti. Il s'est déformé. Les voix dans la pièce se sont estompées en quelque chose de lointain, d'étouffé, presque irréel. Ma poitrine s'est serrée, non pas graduellement, mais d'un coup, nette, immédiate, comme si quelque chose d'enfoui avait été ramené à la surface sans avertissement. J'ai fixé l'écran et les souvenirs sont revenus en fragments. Sa voix, son indifférence, la façon dont elle avait sonné quand elle m'avait dit qu'elle ne viendrait pas. Tout semblait proche à nouveau. Trop proche, comme si aucun temps ne s'était écoulé. Cécile, dit quelqu'un de l'autre côté de la table en me regardant. Ça va ? J'ai cligné des yeux, me forçant à revenir au présent. Je dois prendre ça, dis-je doucement. Je reviens tout de suite. Je me suis levée, mes jambes légèrement instables, et je suis sortie de la pièce pour me rendre dans mon bureau. Les fenêtres du sol au plafond s'étendaient devant moi, la ligne d'horizon de la ville remplissant l'espace, une vue que j'avais gagnée pièce par pièce. Je suis restée là un instant, respirant, laissant la sensation s'installer. Puis j'ai répondu, « Allô ». Ma voix est sortie contrôlée, plate, plus froide que prévu. « Cécile, oh, Dieu merci. Je n'étais pas sûre que tu aies encore ce numéro. Ça fait si longtemps. » Sa voix n'avait pas changé. Toujours douce, toujours familière, toujours capable de paraître chaleureuse et distante à la fois. Oui, dis-je. Rien de plus. Eh bien, je sais que tu dois être occupée, continua-t-elle, son ton enjoué, presque répété. Mais je devais absolument appeler. Ton père et moi, nous sommes si fiers de toi. Il a vu l'article de Forbes, est sorti en acheter des exemplaires, et cet accord, 30 millions d'euros. J'étais juste assise là à y penser, à tout le chemin que tu as parcouru. Notre fille, PDG, notre fille. Les mots sonnèrent faux. Il l'avait toujours fait. Je ne répondis pas. Je laissai le silence s'étirer entre nous assez longtemps pour être ressenti. Mais elle passa outre, comme si cela n'avait pas d'importance, comme si cela n'en avait jamais eu. Eh bien, continua-t-elle, nous disions justement que ça faisait bien trop longtemps. Nous serions ravis de venir voir ton bureau, de vraiment voir ce que tu as construit, peut-être venir ce week-end, t'emmener dîner, passer du temps ensemble. Je restais là à écouter. Après 5 ans de rien, pas d'appel, pas de message, pas d'excuses, ils étaient de retour, comme ça. Comme si rien ne s'était passé, comme s'ils avaient toujours été là. Et pendant un instant, je ne répondis pas parce que je n'étais pas sûre à quelle partie de moi ils pensaient parler maintenant. Ils n'appelaient pas parce que je leur manquais. Ils appelaient à cause de ce que j'étais devenue, à cause de la vie que j'avais construite, parce que maintenant j'avais de la valeur pour eux. La réalisation était si évidente qu'elle en devint presque embarrassante, claire,
transparente, prévisible. Une partie plus froide de mon esprit intervint, stable et précise. Je ne réagis pas émotionnellement. Je ne repoussais pas. Je décidai de laisser les choses se dérouler pour voir jusqu'où ils iraient. Ce week-end ne me convient pas, dis-je, mon ton contrôlé, plat. Mercredi prochain, 14 heures. J'ai un créneau d'1 heure. Je le dis de la même manière que je planifierais n'importe quelle autre réunion. Rien de plus, rien de personnel. Oh, mercredi est parfait, répondit ma mère rapidement, sa voix vibrante de soulagement. Cela semble merveilleux. Nous aurons enfin une vraie réunion de famille. Nous sommes si excités, ma chérie. À mercredi alors. Et juste comme ça, elle raccrocha, laissant derrière elle un silence qui résonna plus fort que tout ce qu'elle avait dit. Les jours suivants furent pires que je ne l'avais imaginé. Je ne pouvais pas me concentrer. Ma patience s'amenuisait. De petites choses m'irritaient. Mon équipe le remarqua, même s'il ne dit rien directement. J'attendais. Et je détestais attendre. Le mercredi, à 13h55 exactement, je me tenais près de la fenêtre de mon bureau et les regardais arriver. Mon père arriva le premier, au volant d'un énorme SUV noir qui semblait excessif même pour lui. Juste derrière, parfaitement poli et étincelant sous la lumière du soleil, se trouvait la Porsche Macan blanche de Sophie. Elle semblait intacte, parfaite, comme si rien n'avait jamais changé, comme si ce moment des années auparavant s'était simplement figé. J'ai demandé à mon assistante de les accueillir en bas et de les faire monter. Quand les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, j'étais déjà là, immobile, sereine, neutre. Ma mère s'avança la première, se dirigeant vers moi les bras ouverts, enveloppée du parfum familier de son coûteux parfum. Le câlin qu'elle me donna fut léger, presque théâtral, un contact sans poids. « Cécile », dit-elle chaleureusement, reculant pour me regarder. « Regarde-toi, si élégante. Et ce bureau, il est encore plus beau que dans le magazine. » Mon père resta un instant immobile, puis s'avança et me serra la main. Sa poigne était ferme, mesurée. Ses yeux parcoururent la pièce, scrutant tout, évaluant les œuvres d'art, l'espace, les gens. « Tu as bien travaillé, Cécile, dit-il. » Ce n'était pas un éloge, c'était une évaluation. Sophie leva à peine les yeux de son téléphone. « Salut », marmonna-t-elle, distraite, son pouce toujours en mouvement sur l'écran. J'ai hoché la tête une fois et me suis tournée. « Laissez-moi vous faire visiter. » Ma voix était douce, professionnelle, détachée. Je les ai conduits à travers le bureau, expliquant chaque département, les présentant à mon équipe de direction, leur montrant les projets en cours. Ils souriaient, acquiesçaient, mais je pouvais le voir. Ils ne comprenaient rien de tout cela. Ils voyaient le succès. Ils voyaient l'argent. Ils voyaient quelque chose d'impressionnant, mais ils ne voyaient pas le coût. Ils ne voyaient pas les nuits, la pression, les années passées à construire quelque chose pièce par pièce sans personne derrière moi. Pour eux, ce n'était que le résultat. Nous avons terminé la visite dans mon bureau. Ma mère se dirigea immédiatement vers la fenêtre, réagissant à la vue par de douces exclamations. Mon père examina mon bureau, passant légèrement sa main sur sa surface. Puis ma mère se retourna vers moi et sourit. Un sourire parfait, poli, calculé. « Tu sais, Cécile », commença-t-elle, sa voix légère mais délibérée. Voir tout cela, c'est vraiment inspirant. Il y eut une pause. Puis elle continua, et Sophie, elle a toujours été créative, tout comme toi. Elle a cette merveilleuse idée de lancer sa propre boutique de mode en ligne. Elle a de la vision. Vraiment. Elle a juste besoin d'un petit soutien, d'un peu de conseils. Ses yeux se posèrent sur les miens. Nous pensions qu'avec ton expérience, tes ressources, tu pourrais l'aider à démarrer. C'était ça. Pas caché, pas adouci. La vraie raison, l'appel, la visite, la fierté soudaine. Ce n'était pas une réunion. C'était une proposition, une transaction. Après tout, je n'étais toujours qu'une ressource, juste quelque chose à utiliser quand c'était pratique. Seulement maintenant, l'échelle avait changé. Sophie n'avait pas de direction,
et on s'attendait à ce que je la fournisse. Le silence s'installa dans la pièce, lourd, dense, portant des années de tout ce qui n'avait jamais été dit. Je restais là où j'étais, près de la fenêtre, ma posture immobile, mon expression illisible. Je ne répondis pas. Je laissais cela s'installer. Je voulais qu'ils le ressentent. Le poids de ce qu'ils demandaient. Le poids de ce qu'ils avaient fait. Le sourire de ma mère vacilla légèrement. Pour la première fois, Sophie leva hautement les yeux de son téléphone, son expression passant de l'ennui à quelque chose de plus vif, d'attente, légèrement agacée. C'est mon père qui intervint. Bien sûr. Il s'éclaircit la gorge et s'avança, reprenant le rôle qu'il comprenait le mieux. Le négociateur, Cécile, dit-il, son ton mesuré, contrôlé. Regardons cela de manière pratique, fit-il un léger geste comme s'il posait des conditions. Ta sœur a du talent. Elle a déjà travaillé sur son concept. Elle a identifié des fournisseurs, commencé à façonner une marque. Ce dont elle a besoin, c'est de capital et de la bonne approche marketing pour se lancer efficacement. Sa main bougea, indiquant l'espace autour de nous. Tu as construit quelque chose d'impressionnant ici. Il ne te faudrait pas grand-chose pour allouer une petite partie de tes ressources. Un investissement modeste. Un peu du temps de ton équipe pour construire sa plateforme, lancer les campagnes initiales. Il fit une pause, puis termina, c'est le moins que tu puisses faire. Le moins que tu puisses faire. Les mots ne résonnèrent pas. Ils s'installèrent. Froid. Lourd. Définitif. Je ne le regardais pas. Au lieu de cela, je me tournai légèrement et regardai à travers la vitre. Le parking s'étendait en dessous. Et là, elle était. La Porsche blanche garée au centre, étincelante sous la lumière de l'après-midi, intacte, parfaite, un symbole qui n'avait jamais eu besoin de changer. À ce moment-là, je pouvais presque la sentir. Cette version antérieure de moi se tenant à mes côtés, vêtue de cette toge de diplômé rigide, tenant ce ticket de bus, attendant quelque chose qui n'était jamais venu. Mon père prit mon silence pour de l'hésitation, pour de la considération. Il s'approcha, posant un document soigneusement relié sur mon bureau. Nous avons déjà tout préparé, dit-il. Un plan complet, des projections financières, une structure. Il le tapota légèrement. Nous considérons cela comme une entreprise familiale. Tu fournis le capital, le lancement, l'infrastructure, une petite pause, puis presque nonchalamment, et nous considérerons que tu nous rends l'appareil pour tout ce que nous avons fait pour toi au fil des ans. C'était ça. Cette phrase, c'était la ligne qui coupait à travers ce qui restait. Rendre l'appareil, l'audace était presque à couper le souffle. Quel pareil ? L'appareil de grandir invisible dans ma propre maison ? L'appareil d'être confronté encore et encore à une discrétion silencieuse ? L'appareil d'être laissé seul le jour le plus important de ma vie pour qu'il puisse se tenir dans une allée et célébrer une voiture ? Pendant un instant, tout en moi se figea. Pas calme comme les gens décrivent la paix, mais froid, précis. La colère que j'avais portée pendant des années n'explosa pas. Elle s'aiguisa, se condensa en quelque chose d'assez clair pour qu'il n'y ait plus d'hésitation. Je savais exactement ce que j'allais faire. Il ne s'agissait pas de me venger d'eux. Il s'agissait de dire la vérité. Je me détournai de la fenêtre et revins vers mon bureau, lente et délibérée. Je ne les regardais pas. Je regardais le document qu'ils avaient posé là. Le plan soigneusement relié, poli et professionnel, bâti sur l'hypothèse que je dirais oui. Je le ramassai, sentis son poids, puis le mis de côté. Je m'assis. Le fauteuil en cuir s'enfonça légèrement sous moi, doux et contrôlé, m'ancrant dans l'instant. En face de moi, ma mère sourit, un sourire petit, rapide, certain. Elle pensait que c'était fait, que j'avais déjà accepté. J'ouvris le tiroir supérieur de mon bureau et en sortis mon carnet de chèques personnel. Pas le compte de l'entreprise, le mien. L'argent que j'avais bâti pièce par pièce sans eux. Je sentis leur attention se déplacer instantanément. Chacun de mes mouvements était observé, mesuré. Il y avait quelque chose de presque physique dans l'air. Expectation,
avidité, sentiment de droit. Je décapuchonnai mon stylo. Vous avez mentionné rendre l'appareil, dis-je doucement. Ma voix n'était pas élevée, mais elle portait, stable, lourde. Pour faire cela correctement, nous devrions être précis. Je fis une pause, puis levai les yeux. Dites-moi, papa, combien coûtait un ticket de bus à Lyon en 2019 ? Le silence qui suivit ne fut pas vide. Il fut explosif. L'expression de mon père se brisa la première. La confiance remplacée par une confusion si complète qu'elle en parut presque absurde. De quoi parles-tu ? Le prix du bus, dis-je calmement. Je soutins son regard. Celui que tu m'as dit de prendre pour ma propre remise de diplôme. J'inclinai légèrement la tête comme si je réfléchissais. Je pense que c'était environ 1,75 €, mais soyons généreux. Arrondissons. Incluons tout le reste. Un petit son s'échappa de ma mère. Net, étranglé. Sophie leva enfin entièrement les yeux, son expression passant de l'ennui à l'incrédulité. Le visage de mon père changea de couleur en temps réel, se vidant, puis rougissant. La colère montant vite et irrégulièrement. Je ne détournai pas le regard. Ma main resta ferme tandis que je remplissais le chèque, la date, les noms, Didier Moreau, Christine Moreau. Sur la ligne du montant, j'écrivis clairement, 1 €. Puis, sur la ligne du mémo, billet de bus. J'arrachai le chèque. Le son fut net. Définitif. Je me levai et m'avançai, le plaçant à portée de main de mon père. Il le fixa, puis me regarda, comme si cela n'avait pas de sens, comme si cela ne pouvait pas être réel. Prends-le, dis-je. Ma voix avait changé. Plus aucune douceur. Cela efface tout. Je ne me pressai pas de prononcer les mots. C'est le remboursement intégral pour chaque forme de soutien que vous croyez m'avoir donné. Financier, émotionnel, tout cela. Je soutins son regard. Nous sommes quittes maintenant. Il saisit le chèque. Sa main n'était plus ferme. Il le regarda, puis me regarda à nouveau, la colère éclatant par intermittence. Après tout ce que nous avons fait pour toi, qu'avez-vous fait, elle ? Interrompis-je. Le contrôle que j'avais maintenu se brisa. Non pas en chaos, mais en quelque chose de plus aiguisé. Qu'avez-vous fait exactement ? Je m'avançai, ne reculant pas, ne m'adoucissant pas. Vous m'avez ignoré aussi longtemps que je me souvienne. Vous l'avez célébré pour son existence pendant que je devais gagner chaque once de reconnaissance. Ma voix se tendit mais ne se brisa pas. Vous avez choisi une voiture plutôt que ma remise de diplôme. Les mots tombaient plus fort maintenant. Vous m'avez laissé me débrouiller seul pendant 4 ans d'université, la plupart du temps. Pas de véritable filet de sécurité. Pas de véritable soutien quand cela comptait. Je fis un pas de plus. Et maintenant que j'ai construit quelque chose à partir de cela, à partir de tout ce que vous ne m'avez pas donné, vous entrez ici et parlez de rendre l'appareil. Je laissai le silence frapper, puis terminer, ce n'est pas une insulte, je désignai le chèque dans sa main. C'est une facture, ma voix baissa, stable et finale. Vous êtes payé, une pause, et c'est terminé. Il ne répondit pas tout de suite. Il resta là, le chèque serré dans sa main, les mots coincés quelque part entre la colère et l'incrédulité. Ma mère pleurait maintenant, pas fort, juste des larmes silencieuses et secouées. Sophie regarda entre nous, stupéfaite, comme si elle n'avait jamais une seule fois envisagé que le monde puisse ne pas tourner autour d'elle. Nous partons, dit mon père finalement, les mots serrés, contrôlés. Il jeta le chèque sur mon bureau. Il atterrit légèrement, comme s'il ne pesait rien. Il attrapa le dossier, se retourna et sortit sans un mot de plus. Ma mère hésita une seconde avant de le suivre, sa main tirant Sophie avec elle. Et puis ils partirent. Juste comme ça. Je restai là à regarder la porte longtemps après qu'elle se fût fermée, attendant quelque chose. Un soulagement, une satisfaction, n'importe quoi. Mais rien de tout cela ne vint. Il n'y avait aucune victoire, aucune libération, juste de l'espace. Trop d'espace. Le silence qui suivit ne resta pas dans la pièce.
Il me suivit dans ma voiture, dans mon appartement, partout. Pendant des années, j'avais avancé avec quelque chose qui me poussait, quelque chose d'aiguisé, d'implacable, alimenté par le besoin de leur prouver qu'ils avaient tort. Et maintenant, cette force avait disparu, consumée. Tout ce qui restait était quelque chose de plus calme, de plus froid, un vide auquel je ne m'attendais pas. J'avais tout dit. J'avais gagné complètement, mais cela ne ressemblait pas à une victoire. Cela ressemblait à se tenir au lendemain de quelque chose qui s'était terminé il y a bien longtemps. La blessure ne s'était pas refermée. Elle avait juste été exposée. Sans le combat, sans la résistance, je me sentais sans ancrage. Pendant une semaine, je vécus tout sans vraiment être présente. Réunions, décisions, conversations, tout cela se produisait. Mais je n'étais pas pleinement à l'intérieur de tout cela. Mon équipe le remarqua. Je pouvais le voir dans la façon dont il me regardait. Inquiet, prudent, mais personne ne posa de questions, et je n'offris rien. Puis un soir, en travaillant tard, je me suis retrouvée à fixer mon écran sans le voir. Mon attention s'est portée sur une photo sur l'étagère à côté de moi. Pas ma famille, jamais eux. C'était une photo de Marthe et moi, prise un an après que sa boulangerie ait repris le dessus. Nous étions toutes les deux couvertes de farine, riant comme si rien d'autre n'existait à ce moment-là. Je me suis souvenue de ce jour. Pas des détails, mais du sentiment. Simple, clair. Le genre de satisfaction qui ne venait pas de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, juste de savoir que j'avais fait une différence. C'est à ce moment-là que quelque chose a changé. Petit, mais réel. Le brouillard n'a pas disparu d'un coup, mais il a commencé à se lever. J'ai réalisé alors que ma vengeance silencieuse ne pouvait pas se terminer par un seul moment. Elle ne pouvait pas être juste cette confrontation. Elle ne pouvait pas être juste la destruction de quelque chose. Si elle devait signifier quoi que ce soit, elle devait construire quelque chose de durable, quelque chose qui existait au-delà d'eux. J'ai compris avec une clarté qui ne laissait aucune place au doute. Cette vraie victoire n'était pas destructrice. Elle était créatrice. Elle devait prendre tout ce que j'avais traversé, la négligence, la solitude, les années passées inaperçues, et le transformer en quelque chose qui pouvait réellement avoir de l'importance pour quelqu'un d'autre, quelque chose qui pouvait avoir du poids, quelque chose qui pouvait aider. Mon histoire avait été une source de douleur pendant la majeure partie de ma vie. Mais elle n'avait pas à le rester. Elle pouvait devenir autre chose. J'ai pensé à qui j'étais. Cette fille à l'arrêt de bus, toge et mortier glissant, debout seule, regardant sa propre famille célébrer quelqu'un d'autre. J'avais l'impression d'avoir disparu de leur monde. Et la pensée vint avec une certitude qui me troubla presque. Il y en avait tellement d'autres comme elle, pas seulement une, pas seulement quelques-uns, des milliers d'étudiants qui faisaient tout correctement, travaillant dur, avançant, portant plus qu'ils ne devraient 100 personnes derrière eux. Ils travaillaient plusieurs emplois, sautaient des repas, essayaient de se maintenir malgré l'épuisement et le doute. Et pendant tout ce temps, on leur disait que ces années étaient censées être les meilleures de leur vie. Elles ne l'étaient pas. Pas pour eux. C'étaient ceux dont personne ne parlait, ceux qui continuaient quand même, les véritables outsiders. C'est alors que l'idée s'est transformée en quelque chose de solide. Pas une pensée passagère, pas une réaction, une décision, la fondation Chemin d'avenir. Le nom est venu facilement. Il a pris la seule chose que j'avais portée pendant des années, ce trajet en bus, ce moment, et l'a remodelé. L'a transformé en quelque chose qui avançait au lieu de me retenir. Mais j'ai su immédiatement que cela ne pouvait pas être seulement une question d'argent. Les frais de scolarité seuls n'étaient pas le vrai problème. Cela aidait, oui, mais cela ne résolvait pas l'isolement. Cela ne donnait pas de conseils à quelqu'un. Cela ne remplaçait pas l'absence de croyance. Alors j'ai construit quelque chose de différent. Un système de soutien complet. Une fondation conçue non seulement pour financer l'éducation mais pour soutenir les personnes qui la suivaient. Notre mission était simple mais précise, soutenir les étudiants qui poursuivaient leurs objectifs sans soutien ou malgré cela. Leur donner ce que je n'avais pas eu. Je m'y suis plongée avec une concentration que je n'avais jamais ressentie auparavant.
Ce n'était pas motivé par la colère. C'était quelque chose de plus stable, quelque chose que je pouvais contrôler. J'ai utilisé tout ce que j'avais construit grâce au laboratoire de croissance Nord-Pont, les connexions, les ressources, les gens qui me faisaient confiance. J'ai réuni un conseil d'administration soigneusement choisi, des personnes qui comprenaient la responsabilité, qui pouvaient construire quelque chose qui durerait, avocats, conseillers, experts financiers, et puis j'ai pris l'engagement le plus important. Je l'ai financé, 10 millions d'euros, non pas comme un geste, mais comme une fondation assez solide pour contenir quelque chose de réel. Nous avons structuré la bourse pour qu'elle soit complète. Frais de scolarité complets, soutien au logement, livres, dépenses de subsistance et un petit fonds d'urgence car je savais exactement à quel point tout pouvait être fragile lorsqu'une dépense imprévue pouvait tout changer. Mais la partie la plus importante était autre chose. Le mentorat. Chaque étudiant que nous sélectionnions, chaque boursier comme nous l'appelions, était jumelé à quelqu'un qui avait déjà tracé un chemin dans son domaine. Quelqu'un qui pouvait le guider, le soutenir, lui rappeler qu'il ne faisait pas cela seul. Parce que c'était la partie qui m'avait le plus manqué. Pas l'argent, la croyance. Les candidatures sont arrivées plus vite que nous ne l'attendions. Des milliers d'entre elles, de partout. Chacune une histoire. Chacune une vie portant quelque chose de lourd. Je ne suis pas restée à distance. Je les ai lues moi-même. Chacune d'elles. Et elles sont restées avec moi. Des histoires de résilience qui ne demandaient pas d'attention mais la méritaient. Un jeune homme d'une ville rurale essayant d'être le premier de sa famille à obtenir un diplôme alors qu'on lui disait que partir signifiait abandonner ses origines. Une jeune femme qui avait grandi en foyer, s'accrochant à un rêve de devenir assistante sociale sans rien sur quoi se reposer. Et puis il y a eu une candidature qui m'a arrêtée. Léa Cartier. Son histoire me semblait trop familière, trop proche, première de sa classe, petite ville, un rêve clair et précis de devenir enseignante. Mais ses parents n'y croyaient pas. Pas vraiment. Pour eux, c'était irréaliste, impraticable, quelque chose dont elle devrait se défaire. Et puis j'ai atteint la ligne qui est restée avec moi, ils m'ont dit que si j'y allais, je serais seule. Ils ne viendraient pas à ma remise de diplôme. Pas pour quelque chose en quoi ils ne croyaient pas. Peut-être plus tard si je prouve que cela en valait la peine. J'ai arrêté de lire parce que je n'en avais pas besoin. J'avais déjà vécu cette phrase, pas mot pour mot, mais suffisamment proche. Ce sentiment de ne pas être assez, de devoir mériter une croyance qui aurait dû être là depuis le début. Je l'ai appelée moi-même. Quand elle a décroché, elle n'a pas dit grand-chose au début, elle a juste écouté. Et quand je lui ai dit qu'elle avait été sélectionnée, il y a eu un silence. Puis il s'est brisé. Elle a commencé à pleurer, pas doucement, pas prudemment. C'était le genre de son qui vient de retenir trop de choses trop longtemps. Et sans réfléchir, je l'ai ressenti aussi. Nous croyons en toi, dis-je. Les mots sont venus naturellement parce que je savais exactement ce qu'ils signifiaient. Tu n'as rien à prouver d'abord. Tu es déjà suffisante. 1 an plus tard, nous avons organisé notre premier événement de fondation. Chaque boursier était là dans une même pièce. Des histoires qui avaient commencé dans la lutte, maintenant devant moi, réelles et allant de l'avant. Les rencontrer en personne était différent. Cela rendait tout tangible, réel. Pendant l'événement, Léa a pris la parole. Elle se tenait devant la salle, stable, composée, sans trace de l'incertitude qui avait habité sa candidature, et elle a parlé de ce que la fondation lui avait apporté. Cela n'a pas seulement payé mes études, a-t-elle dit. Cela m'a donné des gens. Cela m'a donné du soutien. Mais plus que tout, cela m'a montré que je n'étais pas invisible, que ce que je voulais comptait. Sa voix ne trembla pas. Elle n'en avait pas besoin. J'ai appris que mon chemin était valable, que je n'avais pas à attendre l'approbation de quelqu'un d'autre. J'étais assise là à écouter. Et quelque chose s'est installé en moi. Pas de l'excitation, pas de la fierté, quelque chose de plus calme, quelque chose que je cherchais sans le savoir. La paix. Non pas à cause de ce que j'avais construit pour moi-même, mais à cause de ce que c'était devenu pour quelqu'un d'autre. L'espace en moi, celui façonné par des années de négligence,
de rejet et de mise à l'écart silencieuse, commença à changer. Pas de manière dramatique, pas du jour au lendemain, mais lentement et indéniablement. Il n'était plus rempli de colère. Il n'était plus rempli d'argent ou de reconnaissance non plus. Au lieu de cela, il se remplissait de quelque chose de bien plus significatif, le succès des autres. Les vies qui avançaient grâce à ce que j'avais construit. La preuve silencieuse et indéniable que ma douleur n'avait pas été vaine. Cela devint ma vengeance silencieuse. Pas quelque chose de bruyant, pas quelque chose de destructeur. Je n'étais plus intéressé à détruire ma famille. Ce que j'avais créé était quelque chose de bien plus puissant. Il s'agissait de construire les gens, de prendre la blessure la plus profonde de ma vie et de la transformer en un but qui allait au-delà de moi. Un but qui créait de nouveaux commencements pour d'autres. Les années passèrent et la vie s'installa dans quelque chose de plein et de stable. Le laboratoire de croissance Norpon continua de croître, s'étendant au-delà de tout ce que j'avais autrefois imaginé. La Fondation Chemin d'Avenir toucha des centaines d'étudiants. Chacun portant une histoire qui comptait. Chacun s'engageant dans un avenir qui semblait autrefois hors de portée. Mes journées n'étaient plus définies par ce qui me manquait. Elles étaient définies par ce que je construisais. La douleur aiguë de la trahison de ma famille ne disparut pas entièrement, mais elle s'adoucit, s'estompant en quelque chose de plus calme, quelque chose qui ne me contrôlait plus. À sa place, il y avait de la force, du calme, ancré, et ne dépendant plus de la reconnaissance de personne d'autre. Puis un soir, mon téléphone vibra, un numéro inconnu. J'ouvris le message. C'était une photo légèrement floue prise au crépuscule. Une autoroute s'étirait sur le cadre, et là, s'élevant au-dessus, se trouvait l'un des panneaux publicitaires de notre fondation. Un étudiant souriait dessus, confiant, stable, plus invisible. Sous l'image, il y avait les mots « Votre avenir commence ici, Fondation Chemin d'Avenir ». Et juste à côté du panneau, presque hors cadre, se tenait ma mère. Pendant des années, je les avais imaginés voir mon nom. Je n'avais juste jamais imaginé cela comme ça. Pendant un instant, je me suis contenté de fixer. Puis un autre message arriva. Nous sommes fiers de toi, Cécile. C'était tout. Pas d'excuses, pas de reconnaissance des années de silence, d'absence, de tout ce qui était resté juste une déclaration. Mais c'était la phrase que j'avais passé les 2 premières décennies de ma vie à attendre d'entendre. J'ai regardé l'image à nouveau, elle se tenant à côté de quelque chose que j'avais construit à partir de tout ce qu'elle n'avait pas réussi à me donner. Et j'ai attendu la réaction que j'avais l'habitude d'imaginer. Colère, satisfaction, un sentiment de victoire. Mais rien de tout cela ne vint. Il n'y eut pas de déferlement d'émotions, pas d'envie de répondre avec tout ce que j'avais gardé en moi si longtemps, pas besoin de lui rappeler ce qui avait été fait. Parce que la vérité était que ce besoin avait déjà disparu. Silencieusement, complètement. Je n'avais plus besoin de son approbation. Je n'avais plus besoin de leur reconnaissance. J'avais déjà prouvé tout ce qui comptait, non pas à eux, mais à moi-même. J'ai tapé une réponse. Simple, claire, définitive, merci. J'ai construit cela seul. Et cette fois, il n'y avait aucune hésitation derrière les mots parce que je comprenais quelque chose que je n'avais pas compris auparavant. Je n'avais pas réussi malgré eux. J'avais réussi parce que j'avais choisi de continuer. S'il y a une chose que j'ai apprise, c'est ceci, ne construisez pas votre vie en attendant que quelqu'un d'autre reconnaisse enfin votre valeur, car parfois, ils ne le feront pas. Et si vous liez vos progrès à leur approbation, vous resterez coincé dans un endroit où vous n'étiez jamais destiné à vivre. Ce qui m'a sauvé, ce n'était pas de leur prouver qu'ils avaient tort. Ce n'était pas le succès, l'argent ou la reconnaissance. Ce fut le moment où j'ai cessé de demander la permission de croire en moi-même. Vous n'avez pas besoin d'applaudissements pour avancer. Vous n'avez pas besoin de validation pour commencer. Vous avez besoin de constance. Vous avez besoin de discipline. Et surtout, vous avez besoin du courage de continuer quand personne ne regarde. Il y aura des jours où cela semblera injuste. Où vous travaillerez 2 fois plus dur et obtiendrez la moitié de la reconnaissance. Continuez quand même, car un jour vous regarderez en arrière et réaliserez quelque chose de puissant.
La force que vous avez été forcé de construire est devenue la chose même qui vous a porté plus loin que quiconque ne l'attendait. Pas eux, pas même vous.